Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Il y a 50 ans aujourd'hui, les Français et le monde apprenaient le décès du général de Gaulle, survenu le 9 novembre 1970 à 19h30 à La Boisserie, sa maison de Colombey-les-Deux-Églises. À l'occasion de cet anniversaire, je vous révèle quelques secrets sur la personnalité et le caractère d'un homme d'État incontournable, mais qui défendait farouchement sa vie privée. Comme chaque soir, il s'est installé à la table de bridge pour regarder la télévision en coupant ses cartes. Il ne peut pas suivre le programme sans s'occuper les mains. Comme chaque soir, il joue à la réussite. Soudain, il pousse un cri. « Oh, j'ai mal, là, dans le dos !» Il s'effondre sur la table. Yvonne laisse tomber son tricot et se précipite. Son mari porte la main à sa poitrine, sa fesse, ses lunettes gisent par terre. Elle lui prend le pouls. Il est très faible. Elle appelle alors la cuisinière, Honorine, et le chauffeur, Francis. Avec leur aide, elle parvient à allonger le général sur le tapis. On glisse un coussin sous sa tête, on va chercher un matelas dans une chambre d'enfant. Il gémit. On appelle le médecin et le prêtre. Le premier fait une piqûre de morphine, le second administre les derniers sacrements. Il est 19h35, le docteur Lachny fait signe à Madame de Gaulle. C'est fini, son époux a succombé à une rupture d'anévrisme. Dans 13 jours, il aurait eu 80 ans. Yvonne ne s'effondre pas, ses yeux sont secs, elle s'agenouille et murmure « Il a tant souffert au cours de ces dernières années. C'était un roc. » On habille Charles de Gaulle de son uniforme de général avec le seul insigne en émail de la Croix de Lorraine. On l'installe dans le salon. Non, pas de drap pour le recouvrir, mais le drapeau tricolore, celui qu'on garde dans la commode pour le 14 juillet. Arrive le maire de Colombey. Yvonne lui demande la plus grande discrétion en attendant l'arrivée de la famille. La presse de l'époque étant loin de la galaxie médiatique actuelle et de l'information immédiate, beaucoup de gens n'apprendront la nouvelle que tôt le lendemain matin par les éditions spéciales des journaux avec ce titre à la une « De Gaulle est mort ». Son ancien Premier ministre, devenu son successeur à l'Élysée le 16 juin 1969, Georges Pompidou, déclare « La France est veuve ». Ce mois de novembre est aussi celui de l'anniversaire de Charles de Gaulle. Il est né le 22 en 1890. Aujourd'hui, entre ces deux dates, celle de sa naissance et celle de son décès, je vous rappelle la vie et le destin exceptionnel d'un homme qui, dans les tourments du XXe siècle, s'est battu pour incarner la France et lui rendre sa liberté. À Washington, où c'est encore le début d'après-midi quand on apprend la nouvelle, le président des États-Unis, Richard Nixon, qui était venu en visite officielle à Paris 1 an et demi auparavant, déclare, rendant justice au talent de visionnaire du disparu, « La clarté de sa vision lui permettait de distinguer les grands mouvements de l'histoire au moment où les autres n'apercevaient que les événements du jour. » Dans les 24 heures, le général reçoit d'innombrables hommages posthumes, internationaux et français. Pour le Times de Londres, il fut le porte-parole, la conscience et la personnification de la France. Selon le Daily Telegraph, davantage que celle du XVIIIe siècle, de Gaulle incarnait la France de Bossuet, de Vigny et de Péguy. Quant au Daily Express, ce journal estime qu'il n'y avait pas eu de précédent depuis Napoléon. À Moscou, selon les Izvestia, il apporta une immense contribution au développement des relations d'amitié et de coopération entre l'URSS et la France. En Allemagne fédérale, la Frankfurter Allgemeine Zeitung affirme qu'il avait stabilisé la paix et l'amitié entre pays voisins, ce qui fut une chose essentielle. À Belgrade, le journal Borba rappelle qu'à l'époque de la myopie américaine, il fut le premier à rendre à l'Europe les espaces de l'Atlantique à l'Oural. À Pékin, le président Mao Tse-tung rend un sincère hommage à la mémoire du général de Gaulle qui fut un combattant intrépide contre l'agression fasciste et pour la défense de l'indépendance nationale de la France. À Paris, François Mitterrand,
alors député de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, déclare « On ne peut pas aimer la France plus qu'il ne l'a aimée ». Raymond Tournoux, journaliste et biographe du général, écrit « Amant de la France, il a l'État dans la peau et vit dans la peau de l'État. Tyrannique familièrement, il n'est pas despotique sur le plan politique. » De Gaulle avait écrit de sa main qu'il ne voulait pas d'obsèques nationales, mais que ses funérailles soient célébrées à Colombey-les-Deux-Églises. Ces dernières volontés sont publiées sur demande du président Pompidou afin d'éviter une mauvaise interprétation de l'absence d'obsèques solennelles. Ces dispositions seront à la fois respectées et transgressées. À Colombey, ni fanfare ni sonnerie. On ne fera pas appel aux pompes funèbres du village. Yvonne de Gaulle a voulu que le corps de son mari, dans un simple cercueil de chêne de 2,12 m et sans plaque, fabriqué dans la nuit par le menuisier local, soit transporté de la boisserie jusqu'à l'église par un blindé de reconnaissance sur lequel était tendu un drapeau tricolore. Ce 12 novembre, dans l'église, Madame de Gaulle a refusé la présence de personnalités politiques. Elle a voulu rappeler que son mari était avant tout un militaire et un combattant. À 15h, Monseigneur Hatton se présente. L'archevêque de Langres avait recommandé de voter non au référendum. Sa présence indispose la veuve du général, mais elle ne peut les conduire. Arrivent aussi l'abbé Jauget, le curé de Colombey, et le père François de Gaulle, un neveu du général, père blanc en Afrique. Les 3 ecclésiastiques vont concélébrer l'office. 2 drapeaux frangés d'or flanquent l'autel décoré de rameaux d'olivier. 12 jeunes gens du village ont porté le cercueil depuis le parvis. Une double haie de Saint-Cyrien rend les honneurs, sabre au clair, casoar et gants blancs. Contre le mur de l'église, on remarque 8 énormes gerbes de roses, de lys, de chrysanthèmes et de dahlias. Elles ont été envoyées par Mao Tse-tung. Toute la population de Colombey est présente. La famille du général est au complet. Yvonne de Gaulle, le capitaine de vaisseau Philippe de Gaulle et son épouse, Élisabeth de Gaulle et son mari le général Alain de Boissieu, Madame Agnès Caillot, sœur du général, et les nombreux petits-enfants et petits-neveux. Il aura eu des funérailles de chevaliers, dira André Malraux en guise d'épitaphe. Au cimetière, le rituel a été aussi bref qu'à l'église. Seuls les proches ont eu accès à la tombe. Elle porte déjà une inscription « Anne de Gaulle, 1928-1948 ». C'est la fille du couple, trisomique, que ses parents entourèrent d'une immense tendresse toute sa vie. Après l'inhumation du cercueil de son mari à côté de celui d'Anne, Yvonne de Gaulle s'éclipse. Elle est pressée. Personne ne la suit, elle veut être seule. La veuve du héros de la France libre et ancien président de la République va détruire des souvenirs intimes. Il n'y aura pas de reliques. Dans l'incinérateur du jardin, elle brûle le costume gris qu'il portait son dernier jour, les autres vêtements dans la penderie, le contenu de l'armoire, même le matelas sur lequel on a étendu son mari dans le salon pendant son malaise fatal, et son lit, ainsi que son oreiller et son pyjama disparaissent. Divers souvenirs de la guerre, gardés dans une malle, seront tout de même sauvés par Philippe de Gaulle et Alain de Boissieu. Dans le jardin, la fumée de l'incinérateur est si abondante que les voisins s'inquiètent. Y aura-t-il le feu à la boisserie ? Non. Yvonne de Gaulle souhaite juste garder ses plus précieux souvenirs dans son cœur. Personne ne pourra désormais violer ce qu'avait été l'intimité du couple. Le lendemain, les enfants étant partis, elle se fait inscrire sur la liste d'attente d'une maison de retraite parisienne tenue par des religieuses près de l'école militaire. Elle attendra que se libère une petite chambre de 2 mètres sur 4 avec sanitaire dans le couloir. Elle refusera toute invitation, toute cérémonie sauf une, sur insistance de son fils Philippe. Elle acceptera qu'une croix de Lorraine en granit rose et gris haute de 43,50 m soit hissée sur la colline dominant Colombey, ce cher et vieux pays qu'adorait le général. Elle s'éteint à Paris presque exactement 9 ans après son mari, le 8 novembre 1979. Mais on peut penser que sa véritable vie s'était arrêtée lorsqu'il s'en est allé. Le 12 novembre 1970, exceptionnellement décrété jour férié, une messe de requiem est célébrée à Notre-Dame de Paris
sur demande du président Pompidou. La population parisienne n'aurait pas compris qu'il n'y ait pas un hommage à De Gaulle dans la capitale, cette ville dont il avait fêté la libération. Par l'importance et le nombre des personnalités présentes dans la cathédrale, la cérémonie, prévue à 11h, prend un caractère planétaire. Outre le président Pompidou et tout le gouvernement, il y a 80 hautes personnalités mondiales. Empereurs, rois, princes, présidents, ministres, anciens ou responsables, représentants de familles souveraines, ambassadeurs, un défilé de chefs d'État et de gouvernement, des délégations du monde entier. Beaucoup d'hommes sont en uniforme. Muhammad Reza Pahlavi, Shah d'Iran, Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie, Baudouin, roi des Belges, le prince régnier de Monaco, le grand-duc Jean de Luxembourg. Le prince de Galles représente la reine Élisabeth II. On sait que le père d'Élisabeth, George VI, n'avait cessé de demander à Churchill d'être moins caustique avec De Gaulle et le général avait rappelé cette prévenance du roi lors de sa visite d'État à Londres du 5 au 8 avril 1960. Sont aussi présents à Notre-Dame la reine Juliana des Pays-Bas, Madame Indira Gandhi, présidente de l'Inde, le président des États-Unis Richard Nixon, Nicolas Podgorny, président du Conseil de l'URSS, et Alexis Kosygin, chef de l'État soviétique. Toutes et tous sont venus honorer le dernier des grands survivants de la Deuxième Guerre mondiale et sans aucun doute celui dont la destinée fut la plus audacieuse et spectaculaire. À cette occasion, les tensions Est-Ouest s'apaisent temporairement ce matin d'automne sous les puissantes voûtes de Notre-Dame, témoins de siècles d'histoire et d'art. La personnalité du défunt semble retenir les contentieux politiques, économiques, intellectuels et humains entre les États. Les polémiques sont suspendues par la mort. Des haut-parleurs diffusent l'appel du 18 juin. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Ce message courageux qui a fait entrer De Gaulle dans l'histoire par une porte inattendue, celle de la résistance. Si cette plongée dans l'histoire de France vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode de Au cœur de l'histoire consacré au général de Gaulle. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ressources bibliographiques. Dictionnaire amoureux du général par Denis Tillinac aux éditions Plomb 2020. Les couples illustres de l'histoire de France par Patrice Guénifé et Lorraine Demeaux aux éditions Perrin 2017. De Gaulle et nous, hors série de Paris Match, rédaction en chef de Patrick Mahé, septembre-octobre 2020. De Gaulle, Churchill, la mésentente cordiale par François Kersaudy aux éditions Perrin 2001.